Bienvenue, comme je disais à la présentation, un survol des outils possibles et potentiels. Je vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure. Je vais essayer d'y répondre. Les outils accessibles aux organismes communautaires qui répondent à deux critères majeurs. Les premiers critères, c'est qu'ils favorisent l'autonomie et le contrôle des outils par les organismes. Puis le deuxième, c'est à frais réduits ou gratuits. Donc, c'est sûr, ce que je visais quand je vous présente ces outils-là, c'est que vous puissiez contrôler ce qui se passe. Un organisme peut faire affaire avec des services privés à l'externe qui vont s'occuper des communications ou de la promotion ou quoi que ce soit. Mais les outils que je vous présente, c'est des outils qui favorisent votre contrôle de vos communications et l'autonomie sur ce contrôle-là, puis qui ferait en sorte que vous ne seriez pas dépendant d'un fournisseur externe. Et bien sûr, à frais réduits ou gratuits. Pourquoi à frais réduits? Parce que c'est sûr, il y a certaines dépenses qui doivent être engendrées, mais les solutions que je vous propose, c'est des solutions qui sont quand même beaucoup moins coûteuses que si vous faisiez affaire avec des services privés. Par contre, l'envers de la médaille avec ces deux options-là, c'est que ça nécessite parfois du changement. Donc, ça se peut qu'il y ait certaines choses que vous utilisiez depuis très longtemps, puis que finalement, là, ça nécessite de faire un changement. Puis, c'est pas toujours facile de faire un changement. Je prends en exemple, si je vous propose de changer votre adresse courriel, ben, si vous venez d'imprimer 2000 dépliants avec votre ancienne adresse courriel, ça peut être frustrant, mais c'est votre choix de prendre cette direction-là ou pas. Puis la deuxième, c'est que ça exige du temps et de la planification. Donc, c'est sûr que parce que vous ne le faites pas à l'externe, parce que ce n'est pas quelqu'un ou une entreprise au privé qui le fait, c'est vous qui le faites, il faut que vous investissiez du temps, mais ça va vous engendrer beaucoup d'économies, mais aussi beaucoup d'autonomie et de contrôle sur les outils que je vous présente. Les outils que je vais vous présenter aussi ne sont pas pour tout le monde. Ça dépend des organisations, mais c'est propre à vous de voir quels outils sont adaptables à votre réalité et à votre organisation. On commence. Premier élément à vous partager, TechSoup Canada. TechSoup est un organisme fédéral dont la mission est de négocier des licences de logiciels auprès des grandes compagnies au bénéfice des organismes communautaires. Donc, pour adhérer à TechSoup, c'est très facile. C'est encore plus facile si vous êtes déjà reconnu comme un organisme de bienfaisance au fédéral. Donc, à ce moment-là, ils vous demandent juste votre numéro de bienfaisance, numéro de charité, puis vous êtes pratiquement automatiquement membre de TechSoup. Mais pour les autres organismes, comme moi, la CDC, on n'a pas de numéro de bienfaisance. On a fait suivre nos lettres patentes. J'ai eu un appel. Le service en français est impeccable, même si toute l'organisation se situe à Toronto. Mais le service en français est impeccable, puis ça s'est super bien passé, ça a été très facile. Puis ça nous rouvre un accès quand même assez impressionnant. Je vous donne quelques exemples. La suite Office, donc Word, PowerPoint, Excel, Publisher, c'est 58 au lieu de 648 US. Pour avoir une licence officielle pendant 4 ou 5 ans, tout dépendant quand est-ce que vous allez chercher la licence. Puis ensuite, 4 ou 5 ans plus tard, vous refaites une adhésion de 58 puis vous avez les plus récents logiciels. Donc, on parle vraiment de Word Office, comme là, c'est 2019-2020 auxquelles vous avez accès. C'est des versions standards, donc, mais c'est les versions complètes de licence, pareil. Donc, il y a aussi Office 365, qui est comme un abonnement avec un info nuage, puis c'est par mois. Mais la version de base standard, que vous installez les logiciels sur vos ordinateurs, puis il n'y a pas de paiement par mois, c'est 58 ensuite, je donne un exemple, la G Suite de Google, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais elle est gratuite. G Suite, c'est des services de Google qui sont offerts aux entreprises, mais à travers TechSoup, les organismes communautaires, ils l'ont accès gratuitement. Un autre exemple, Wix, qui est un site d'hébergement pour des sites Internet. 2 ans, c'est 16,80 à travers TechSoup qui vous donne un code de rabais
Puis c'est 79 US qui m'est revenu, moi, à 107 pour 2 années d'hébergement de site Internet. Puis c'est vraiment un très bon prix, même quand on compare à des fournisseurs externes, là, c'est exceptionnel comme prix. Donc, c'est des exemples. Mais il y en a plein d'autres. Photoshop, Photoshop, si je me souviens bien, c'est une suite Photoshop et Premiere, qui est un logiciel de montage vidéo. Les deux ensemble, c'était 36 au lieu de 300-400 $. Donc, Texo, puis il y a un énorme catalogue. Il y a des logiciels de comptabilité, il y a de tout. Oui, la Creative Suite de Adobe est également disponible. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un tour, mais c'est comme je vous dis, c'est un accès à frais réduits ou gratuits à des licences de logiciels complètes. Je passe ensuite à GoDaddy. Je vous en parle, il y en a plusieurs, la gestion de domaine. Celui que j'aime beaucoup, c'est GoDaddy parce qu'il est simple, facile à comprendre, très sécure et en français. Donc, c'est quoi la gestion de domaine? C'est les .com ou les .org ou les .ca. Donc, juste faire la différence vite pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. On a un site Internet qu'on fait héberger, mais après ça, il faut aussi avoir l'adresse, le .com, le .org, qui redirige les gens vers votre site puis vers votre hébergement. Fait que c'est deux choses différentes. La gestion de domaine GoDaddy, comme je vous dis, je l'apprécie beaucoup pour sa facilité de compréhension. Je vous mentionne aussi qu'un .com ou un .org, j'ai écrit entre 20 et 30 $. Parfois, c'est entre 10 et 30 $. Mais si quelqu'un vous offre ou si vous avez un service qui vous offre un .com ou un .org à 52 $, c'est pas normal. Magasiner, trouver d'autres choses. Ce que je vous dis aussi, c'est de faire attention au nom de domaine que vous choisissez. C'est important de trouver le bon nom de domaine.com. C'est très long pour les usagers à taper dans une adresse courriel. C'est mieux de trouver une façon de prendre le nom de votre organisation puis de trouver une façon de le réduire le plus possible parce que plus le nom est long, c'est dur à retenir. Les chances de mal frapper ou de ne pas bien écrire le nom de domaine, parce que ça s'applique aussi au courriel, tu sais, arrobas, importance de trouver le bon nom. Ça peut être très compliqué pour les gens. Donc, pour vos membres, pour le public, trouvez une façon de twister le nom de votre organisme pour que ça soit le plus court possible, le plus simple possible. Ça vaut peut-être la peine de payer 2 adresses, donc le .org, oui, mais peut-être aussi payer pour le .com. Fait que même si la personne a le réflexe d'écrire l'adresse .com, mais ça va quand même rediriger vers votre site internet .org. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'investir un autre 20-25 $ de plus pour aller chercher le .com. Comme ça, vous êtes sûr que si quelqu'un se trompe et il écrit .com par réflexe, ça va diriger vers votre organisme aussi. Donc, voilà pour ça. Maintenant, la G Suite pour association. Maintenant, ils ont changé le nom, ça s'appelle Workspace. Comme je vous dis, à la base, ce sont des services de Google qui habituellement sont payants, mais qui sont plus offerts pour les entreprises, les PME et ainsi de suite. Sauf que c'est gratuit via Texo pour les organismes communautaires. Il y en a des services Google, il y en a une tonne et quart. Je m'attarde à certains qui peuvent être intéressants pour les organismes communautaires. Le premier que je veux adresser avec vous, c'est le Gmail. Le Gmail du G Suite, c'est de la gestion de courriel avec votre propre nom de domaine. Autrement dit, votre adresse courriel ne finira pas par @gmail.com. Il va finir par votre nom de domaine. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est vraiment une façon simple de le gérer. Premièrement, vous avez une gestion complète des courriels de l'organisme, de tous les employés, de tous les adresses courriels associées à votre nom de domaine. Fait que si un employé quitte, vous avez quand même accès à contrôler le mot de passe ou récupérer les courriels des employés. Parce qu'en principe, à la base, une boîte courriel d'un organisme, ça appartient à l'organisme, ça n'appartient pas aux employés, mais on a quand même la gestion d'RH, la confidentialité, puis tout ça qu'on veut faire attention. Mais si un employé quitte, on ne perd pas le contrôle de l'adresse courriel, on a le contrôle dessus. C'est ce qui devient intéressant.
L'intégration avec d'autres applications, donc de la G Suite, fait que le calendrier, le Drive, les contacts, les notes, les ci, les ça, Google Forms, il y a tout plein d'autres outils, puis c'est souvent bien intégré à même la suite Gmail. Le nombre de comptes courriels personnalisés est illimité pour les organismes sans but lucratif. Donc, vous pouvez faire des diane@votredomaine.org, Laurence, Sébastien@votredomaine.org. Vous pouvez en faire un nombre illimité en tant qu'organisme communautaire et vous avez le contrôle là-dessus aussi. C'est très simple de créer une nouvelle adresse courriel. Ça prend 2 minutes puis c'est fait. Il y a un stockage combiné avec Google Drive de 30 gigs par compte. Donc, quand vous créez un compte, @votredomaine.org, il vient automatiquement avec un stockage Google Drive de 30 gigs qui conserve aussi le calcul du stockage, concerne aussi les adresses courriels, mais vous avez aussi accès à Google Drive, qui est le prochain que je vous explique, que je vous présente. Google Drive, c'est une gestion info-nuagique des données, donc plus besoin de faire de backup, parce que la minute que vous sauvegardez votre document, il est également sauvegardé en ligne sur le Google Drive. Donc, encore là aussi, gestion complète des drives de l'organisme. Donc, vous ne perdez pas accès à la documentation d'un employé ou de quelqu'un qui a un @votredomaine.org. Vous êtes capable de récupérer ces documents-là à travers Google Drive en tant qu'organisme administrateur des comptes. Intégration aussi avec les autres applications. Donc, tout ce qui est agenda, Google Forms, les documents, puis tout ça s'intègre très bien. C'est facile, on clique dessus, ça nous rouvre un aperçu, donc sans nécessairement ouvrir tout le document. Gestion complète des dossiers partagés aussi. Donc, il y a l'option du drive du compte, mais il y a aussi l'option d'avoir des drives partagés, c'est-à-dire que tous ceux qui ont accès à @votredomaine.org peuvent partager des documents entre eux à travers une section qui est réservée au partage entre personnes. Je continue avec l'accessibilité sur Internet et par téléphone mobile. Donc, si vous êtes en réunion à quelque part ou c'est sûr que c'est difficile en pandémie, là, mais peu importe où vous êtes, si vous n'êtes pas au bureau ou quoi que ce soit, puis là, vous voulez vérifier quelque chose, vous pouvez ouvrir tout simplement un navigateur Internet, vous allez sur Google Drive, puis vous avez accès à tous vos documents. Ça fonctionne aussi sur les téléphones Android et iPhone. Il y a une application qui vous permet d'aller regarder vos documents directement sur votre téléphone. Et comme je disais tantôt, 30 gigs par compte, c'est énorme. Vous voyez ici celui de la CDC dans le bas. Là, je suis à 14 gigs sur 30 gigs, puis ça fait 10 ans que j'ai du stock. Fait qu'on s'entend, ça prend du temps avant de rentrer le 30 gigs, à moins que vous faites des vidéos, des films, la musique, puis tout ça. Là, c'est sûr que ça se remplit plus vite, mais quand même, 30 gigs, c'est quand même pas mal de stock. L'autre que je vous parle rapidement, c'est Google Forms. C'est pour faire des formulaires, des sondages. C'est vraiment un bel outil simple, facile d'utilisation, gratuit avec la G Suite. Vous pouvez poser plusieurs sortes de questions, des questions fermées, des questions à menu déroulant, des questions à réponse longue que les gens peuvent écrire, un paragraphe de texte, et ainsi de suite. Les réponses sont aussi faciles. Ça présente des belles réponses, comme là, vous voyez une petite tarte là, sur les réponses. Vous avez les réponses longues et c'est facilement exportable en Excel aussi ou en CVS, qui est une autre base de données. Genre. Donc, c'est un bel outil. Il y en a beaucoup qui ont connu SurveyMonkey, sauf que qui est beaucoup plus complet. Vous pouvez aller faire des formulaires beaucoup plus complets, puis tout ça. Sauf que Google Forms, tout est intégré, puis c'est beaucoup plus simple de faire un sondage. Donc, c'est simplicité versus, pas complexité, mais plus complet, mais plus d'options. Fait que des fois, on veut juste faire un petit sondage facile, rapide, c'est pas trop long. Google Forms, c'est une belle alternative qui est gratuite avec la G Suite.
Je poursuis. Jamboard aussi, un autre outil G Suite qui est intéressant. C'est un outil de remue-ménage, un peu du brainstorming, faire des notes, puis tout ça. Donc, il y a plusieurs types d'outils de notes. La base, c'est que ça ressemble à des post-it. C'est comme un tableau blanc, puis on met des post-it dessus, mais c'est possible aussi de décrire directement, rajouter des images et ainsi de suite. Collaboration en temps réel. Donc, si vous êtes sur le Jamboard, puis il y a d'autres gens aussi sur le Jamboard, bien, vous voyez en temps réel les gens rajouter les éléments. C'est exportable en PDF. Donc, un coup que tout le monde a mis ses commentaires, vous pouvez l'exporter en JPEG ou en PDF. Ça en fait une image, tout ça. Puis c'est un document qui peut être réutilisé ailleurs. Pourquoi c'est intéressant? Ben, de façon virtuelle, si on veut faire un remue-ménage, d'un brainstorming, puis tout ça, oui, c'est gratuit. C'est gratuit aussi sans G Suite, effectivement. C'est juste qu'il y a plus d'options avec G Suite, mais il n'y en a pas beaucoup plus, là, mais c'est de façon globale quand même gratuit. Donc, ça peut être intéressant aussi avec vos membres. Donc, vous envoyez le lien aux gens en disant quelle activité vous voulez qu'on fasse ensemble. Allez là-dessus, rajoutez des post-it, puis ça va nous donner des idées. Fait que ça devient intéressant aussi. Pour consulter les membres. On peut faire un sondage avec Google Forms, mais un Jamboard aussi peut être intéressant, c'est vivant. On peut voir les commentaires des autres. Fait que ça devient un outil quand même le fun pour ça. Je tombe maintenant dans les sites Internet. Il y en a plusieurs logiciels ou hébergeurs ou façons de concevoir des sites Internet. Plusieurs ont sûrement entendu parler de WordPress. Squarespace en est un autre. GoDaddy l'offre également. Les sites de Google, Wix, etc. Il y en a une tonne et quart. Il s'agit d'en choisir un qui fait votre affaire, qui fit avec vos besoins, puis tout ça. Moi, ce que je veux m'assurer de vous rappeler, un site Internet, c'est un outil de communication, ce n'est pas une finalité en soi. Donc, en gros, la façon que je veux l'imaginer, c'est que vous avez un objectif, vous avez des cibles, des gens que vous voulez rejoindre. Bien, le site Internet, c'est un moyen de transférer cet objectif-là dans la tête de votre cible comme outil de communication. Fait que le site Internet, c'est vraiment juste le moyen de communiquer. Fait que ce qui est important avant de se lancer dans la conception ou le développement d'un site Internet, c'est de se poser la question à quoi sert le site Internet? C'est quoi qu'on veut faire avec? Qu'est-ce qu'on s'attend comme résultat d'avoir un site Internet? C'est-tu de donner de l'information pour éviter que les gens nous appellent? Bien là, on va mettre du stock, on va mettre des outils, on va mettre des informations, du texte et tout ça. Mais si ce qu'on veut, c'est que les gens nous appellent le plus rapidement possible pour créer ce premier contact-là avec les gens, bien, je ne mettrai pas trop d'infos dessus. Je vais essayer d'attirer l'attention, puis je vais mettre le numéro de téléphone en gros, appelez-nous pour en savoir plus. Fait que, tu sais, il faut y penser comme ça aussi. La sensibilisation, notre site Internet, on cherche à faire de la promotion ou d'un enjeu social, quoi que ce soit, bien, tu sais, le site Internet ne sera pas le même. On peut utiliser aussi le site Internet pour de la reconnaissance. Tu sais, on veut reconnaître l'engagement des bénévoles ou de nos administrateurs sur notre conseil d'administration, on va le mettre. Là, je vous en parle d'un, c'est celui que moi j'utilise à la CDC. J'en ai testé plusieurs. C'est celui que j'apprécie le plus depuis plusieurs années, c'est Wix. Pourquoi Wix? Bien, premièrement, parce que c'est facile d'utilisation. Il y a beaucoup d'options, mais à la base, ça ressemble beaucoup à faire un PowerPoint ou un document Word avec des boîtes de texte et des images. On clique dessus, il y a des options qui apparaissent. Fait que, oui, beaucoup d'options, mais à la base, ça reste des boîtes de texte avec des images. Vous les placez où vous voulez. C'est très facile d'utilisation à la base. Comme je vous dis, vous pouvez rajouter des options. Il y en a plusieurs. Même, comme je vous dis, quand vous cliquez sur une boîte, il y a une option qui apparaît au-dessus, gérer les paramètres. Vous cliquez là-dessus, c'est une autre fenêtre qui rouvre, puis là, vous avez la grosseur du texte, la couleur, le style. Puis tout est facilement accessible. L'expression qu'on utilise dans le monde technologique, c'est WYSIWYG. What you see is what you get. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que la personne va voir sur son site Internet. Pratiquement pas de programmation. Le seul aspect programmation, je vais y arriver un petit peu plus tard. Demande du temps à bâtir, mais ensuite, l'autonomie, la facilité de la mise à jour et le contrôle. Donc, c'est sûr, bâtir un premier site Internet, c'est long, ça prend du temps.
Sauf que l'avantage de le faire, c'est qu'après ça, vous avez un contrôle total sur le contenu. Vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec un fournisseur externe qui va vous charger 60$ de l'heure pour faire la mise à jour, alors que vous voulez changer le nom des administrateurs parce que sans changer au CA ou vous voulez rajouter votre rapport d'activité dans la section documentation. Vous avez le contrôle total, mais le premier step à faire, c'est vraiment concevoir le site. C'est très exigeant en temps, mais un coup que c'est fait, comme je vous dis, c'est fantastique. C'est l'autonomie qui devient un enjeu très intéressant. Ça favorise la création d'un site accessible aussi, mais pas à 100%. J'explique rapidement. C'est ce que j'allais dire tantôt pour les paramètres, c'est que lorsque vous cliquez sur une image, dans les paramètres, vous pouvez aller mettre un texte de remplacement pour les images. Donc, le site Internet, puis c'est très facile à faire, c'est pas compliqué, sauf qu'il y a certains outils il y a certains outils disponibles dans Wix qui, eux, de par leur fonctionnalité, ne peuvent pas être traduits, accessibles à tous. Mettons, je prends un exemple, un calendrier de réservation de rendez-vous. Le calendrier n'est pas encore tout à fait à 100%. Là, on va pouvoir lire les mots, mais ça ne sera pas évident, comme d'autres sites Internet peuvent l'être. Donc, ça a ses limites. C'est quand même possible de faire affaire avec un fournisseur externe qui va venir rendre le site 100% accessible, mais là, ça engendre plus des coûts supplémentaires. Mais de façon globale, si vous prenez le temps de le faire comme il faut, à 70%, si vous n'avez pas même plus haut que ça, si vous n'avez pas installé de ces options-là particulières, le site est quand même très accessible pour tous. Les paramètres favorisent le référencement en ligne aussi. Donc, Wix est beaucoup adapté dans sa façon de référencer les sites Internet. Fait que si quelqu'un fait une recherche sur Google, vos phrases vont automatiquement être considérées par les serveurs de Google. C'est déjà bien intégré. Puis, il offre aussi sur Wix, dans les paramètres, ils vont vous l'écrire des fois, là, il va y avoir un petit point, un i avec un cercle autour, vous cliquez dessus, puis dans l'information, il vous dit, si vous remplissez cette case, ça va favoriser la recherche Google. Donc, si vous concevez votre site, prenez le temps de regarder les paramètres et d'aller remplir ces cases-là. Ça favorise un meilleur référencement sur le site de Google. Puis, le guide, l'aide à l'intérieur même est en français, très simple, c'est clair. Je prends un exemple. Comment intégrer votre nom de domaine. Donc, autrement dit, un coup, vous avez acheté votre .org, comment faire en sorte que le ORG dirige les gens vers votre site Internet sur Wix. C'est étape 1, faites ci, étape 2, faites ça. C'est super clair, c'est très simple, c'est bien expliqué. Il y a des hyperliens, donc allez ici pour faire telle affaire. Vous pouvez cliquer sur le ici, puis ça vous amène directement à la bonne place pour faire le changement. C'est vraiment un bel outil. Gestion version mobile aussi, oui, effectivement, dans le haut. Donc, vous faites votre site Internet en version ordinateur, version navigateur. Puis après ça, vous allez dans le haut, vous cliquez sur la version mobile, puis ça vous montre de quoi a l'air votre site Internet quand quelqu'un le regarde sur son téléphone. Ensuite, je passe à Canva. Il y en a d'autres aussi, mais Canva, c'en est un que j'apprécie bien. C'est pour la conception graphique, pour faire des bulletins d'information, pour faire des invitations, des images pour les médias sociaux. C'est très simple d'utilisation. Ils ont une belle banque d'images aussi, gratuite. Ce qu'il faut faire attention, je vais juste cliquer parce que je pense que je l'avais écrit à quelque part. Donc, ça ressemble aussi à Word et à PowerPoint. Donc, c'est des boîtes de texte et des images. C'est facile à contrôler. Il y a beaucoup de modèles. Donc, vous partez d'un modèle, vous pouvez changer les images, les couleurs, puis tout ça. Vous pouvez importer vos images et vos logos aussi. Donc, vous pouvez adapter les images que vous faites. Il y a beaucoup d'options de contrôle, de filtres et d'ajustement des images et des formes. C'est possible de sauvegarder en plusieurs formats aussi, en GIF animé. Donc, on peut animer les images, puis après ça, on sauvegarde en GIF. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit trop lourd non plus parce que ça monte vite. Si vous animez un GIF pendant 5 secondes ou si vous l'animez pendant 1 minute, il va être beaucoup plus lourd.
mais vous pouvez exporter en PDF, en JPEG, donc il y a plusieurs options de ce côté-là. Comme je disais, la banque d'images et de modèles gratuits, intéressant, mais il faut porter une petite attention. Il y a une petite couronne. Comme en haut ici, c'est écrit Essayer Canva Pro, là, la petite couronne comme ça, bien, sur les images, il va y avoir une petite couronne si l'image est payante. Donc, il y a des frais rattachés, des droits d'auteur rattachés à certaines images, mais quand il n'y a pas de petite couronne, l'image est gratuite. C'est le cas aussi pour les modèles. Des fois, vous allez choisir un beau modèle qui fait votre affaire, vous l'importez, puis là, vous travaillez dessus, puis là, quand vous venez pour l'exporter ou l'enregistrer en PDF, il vous dit ça coûte 1,39 $. Effectivement, c'est souvent 1,39 $ le montant. Fait que, des fois, on prend un modèle parce qu'on le trouve beau, mais il y a une des images dans le modèle qui a un frais associé. Mais ça, habituellement, vous êtes capable de le voir avec la petite couronne. D'autres alternatives, c'est que si vous cherchez une image, il y a Pixabay ou Pexels aussi ici dans le bas. Là, vous cherchez ça dans Google. C'est 2 sites d'images, des banques d'images sans frais, gratuits, libres de droit, mais aussi, ils ont l'option, eux autres aussi, d'avoir des images qui coûtent des sous. Mais les banques d'images de Pixabay et Pexels sont énormes. Vous mettez un mot-clé, c'est comme une recherche Google, vous mettez un mot-clé, les images sont de très haute qualité. Fait que c'est pas juste pour l'Internet. Ça peut être aussi utilisé pour faire des affiches imprimées puis que la qualité reste belle. Comme je disais, il y a des modèles de publication Facebook, puis ça change très vite, c'est pas compliqué, puis c'est vraiment cher. Rapidement, je vous parle de Facebook Business Suite. Je ne vais pas loin dans Facebook parce qu'il y a plein d'options puis tout ça, mais je veux juste vous expliquer la différence entre gérer une page d'organisme dans Facebook puis gérer une page d'organisme dans la Business Suite. Quand on gère une page d'organisme dans Facebook, on peut faire une publication, vous écrivez votre texte, vous mettez un lien, vous insérez une image, puis ça fait la publication. Mais si vous allez sur un ordinateur, parce que sur la version mobile, l'application est disponible, mais ce n'est pas à travers Facebook, c'est à travers une application Business Suite. Mais c'est plus facile sur ordinateur. L'image que vous avez à l'écran, c'est le calendrier de publication. Donc, vous vous installez un vendredi matin, vous prenez une petite heure, peut-être 2 pour aller chercher le contenu que vous avez besoin, mais vous pouvez programmer vos publications pour le mois au complet d'avance. Même en faisant la publication, d'un côté, vous êtes en train de taper les options, puis du côté droit, il vous montre à quoi va ressembler votre publication. Donc, c'est beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de contrôle et d'options qui vous permettent de planifier vos publications sur Facebook de votre page d'organisme. Donc, c'est vraiment un bel outil intéressant. Puis de la façon qu'on y va, c'est que quand vous êtes sur votre page d'organisme, dans les options sur le côté, vous pouvez décider de faire une publication, puis il vous offre d'aller sur Business Suite. Vous cliquez là-dessus, puis ça vous amène à l'option Business Suite. Je vous parle maintenant de Simplic. Simplic, qui est une organisation montréalaise. C'est des étudiants, si je me souviens bien, de Concordia qui ont parti ça comme projet, puis finalement, ça explose. Simplic, c'est une plateforme de collecte de dons, de paiement, de billetterie, de cotisation, frais d'adhésion. Il y a aussi Eventbrite, mais il l'a sur Simplic. C'est vraiment gratuit et facile à intégrer à vos outils de communication, à votre site Internet. C'est facile à contrôler. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Le fun qui facilite votre travail. Je prends un exemple. Si vous avez pour la collecte de dons, le site Internet de Simplic, quand quelqu'un fait un don, contrôle tout. Il va déposer l'argent dans votre compte de banque, il émet le reçu d'impôt directement à la personne par courriel. Vous n'avez rien à faire, vous recevez le dépôt, puis that's it. À la fin de l'année, vous imprimez votre rapport de don reçu par Simplic. Tout est là, le nom de la personne, la date, le montant. C'est vraiment une belle plateforme. C'est écrit bénévolat, donc ils ont une plateforme que l'organisme peut aller par géolocalisation, pas géolocalisation, mais par sur une carte, là, ça fonctionne par territoire. Donc, l'organisme s'inscrit, dit « Je suis là, voici le type de bénévolat que j'ai besoin ».
puis les gens peuvent aller trouver un endroit pour faire du bénévolat. Pour les organismes. Cyber Impact, maintenant, pour faire des infolettes, le forfait gratuit vous permet d'avoir 250 contacts. Donc, c'est faire des infolettes, c'est assez simple. Infolette gratuite de 250 contacts. Les statistiques sont intéressantes. Donc, combien de personnes ont ouvert le courriel, sur quoi ils ont cliqué, qui a ouvert les courriels. Donc, ça devient intéressant comme outil au niveau des statistiques. Pour certains organismes, la limite de 250 est pas toujours le fun, donc il faut parfois payer. Je n'ai pas trouvé d'option gratuite supplémentaire pour les OSBL. Il y a plusieurs modèles, beaucoup d'options de contrôle pour faire vos infolettres. C'est intéressant. Possibilité de faire des liens vers des sites externes ou de télécharger des documents sur leur serveur plutôt que de mettre les choses en pièces jointes. Je termine en disant qu'il y a beaucoup d'autres options potentielles. Google AdWords, YouTube sur G Suite, WeTransfer pour transférer des documents trop lourds quand on n'est pas capable de les transférer par courriel. Fait que, mettons, vous avez une vidéo, c'est très lourd, vous voulez le partager à quelqu'un, vous pouvez utiliser le site Internet WeTransfer qui va prendre le temps de télécharger le document sur ses serveurs, vous donnez un lien Internet que vous transférez à quelqu'un, puis cette personne-là clique sur le lien Internet et va télécharger le document à partir du site Internet de WeTransfer. Combine PDF, c'est si vous avez deux PDF que vous voulez fusionner en un seul. C'est un site Internet que vous téléchargez les PDF, eux autres les fusionnent, puis ils vous le retournent. Balado podcast, il y a plein d'options pour faire des podcasts. Podbean, c'en est un qui est quand même bon. Faire un bulletin ou un journal, Canva aussi permet ça. Donc, Canva qu'on a vu tantôt pour les publications graphiques et tout ça, mais il y a aussi des modèles de bulletins ou de journal que ça fait vraiment beau, des belles images. Vous faites juste changer le texte, c'est des boîtes de texte, vous cliquez puis vous le remplissez. Je vous rajoute vite comme information par rapport aux deux premiers que j'ai à l'écran là. Google AdWords. J'explique c'est quoi Google AdWords rapidement. C'est pour faire des campagnes de publicité. Donc, quand vous regardez une vidéo YouTube, la bande qu'il y a dans le bas, publicitaire, quand vous faites une recherche sur Google, il y a des fois des annonces, des résultats annonces qui s'intègrent dans plein d'autres applications aussi. En fait, c'est que lorsque vous adhérez à la G Suite pour association, Google offre aux organismes sans but lucratif jusqu'à 10 000 $ par mois de placement en ligne, sans frais. C'est assez imposant, c'est beaucoup, 10 000 $ par mois. Ça veut dire que votre organisme a le potentiel de se faire voir partout, souvent, dans les recherches Google, sur les pubs YouTube, etc. La seule chose, c'est que gérer une campagne AdWords, c'est pas simple. Mettre en place une campagne, c'est un petit peu le même principe que le site Internet, c'est exigeant. Puis après ça, il faut le gérer de façon presque hebdomadaire. Il faut que les serveurs de Google voient que vous utilisez les campagnes, que vous les modifiez, vous changez les mots-clés, vous en mettez des nouvelles. Parce que si vous n'entretenez pas vos campagnes AdWords, ils commencent à couper son offre. Fait que c'est plus 10 000 $ par mois. Ils vont couper dans le 10 000 $ qu'ils vous offrent parce que vous ne l'utilisez pas vraiment. Fait que c'est pas juste d'aller faire une campagne puis après ça, on la laisse aller pendant 3 mois. Là. Il faut vraiment s'en occuper. Il faut que les serveurs voient que ça fonctionne. Sinon, il y a un flag qui allume, il y a quelqu'un qui analyse votre dossier puis qui vous enlève la gratuité du placement en ligne. L'autre, c'est YouTube. C'est en étant sur la G Suite pour association, si vous avez une chaîne YouTube et que vous mettez des vidéos en ligne, YouTube vous offre, Google offre sans frais les options qui sont rattachées à une chaîne d'entreprise. Donc, les options de monétisation, de liaison vers d'autres vidéos à travers la vidéo que les gens sont, tu sais, comme quand on arrive à la fin d'une vidéo, des fois, il y a des boîtes on peut cliquer pour aller voir d'autres vidéos. Ça, c'est des outils qui sont gratuits sur YouTube. Puis les statistiques aussi, qui a regardé les vidéos et ainsi de suite. Donc, ça peut être des outils intéressants selon ce que vous faites comme organisme.